Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la conception d'un examen systématique. Le sujet de cette conférence est les revues systématiques en chirurgie orthopédique, de la question à la conclusion. J'aimerais remercier le Harvard Global Orthopedic Collaborative de m'avoir invité à cet exposé et j'espère qu'il sera utile à tous. Je m'appelle Sohail Ashkani Espani, je suis le directeur de FERAL, qui est Food and Anchor Research and Innovation Lab à l'hôpital Mass General. Je suis enseignant à la Harvard Medical School et au National Brigham, et j'ai eu l'honneur de rejoindre le Harvard Global Orthopedic Collaborative il y a 6 ans. Je suis le vice-président responsable de l'éducation ainsi que des médias numériques chez Sonar Global, qui est une initiative à but non lucratif lancée par Harvard Global. Pour commencer, ne divulgue rien à. Mention pour cet exposé, ma liste mise à jour est disponible sur le site web de l'AIUS. À propos des revues systématiques, la définition des revues systématiques est une sorte de synthèse structurée et complète des rapports publiés et des études de recherche qui abordent des questions de recherche spécifiques et ou des questions cliniques en utilisant des méthodes rigoureuses pour minimiser les biais. Parlons des caractéristiques principales des revues systématiques. Je viens de préparer une liste détaillée. Bien sûr, elle n'inclut pas tous les aspects que nous souhaitons aborder concernant les revues systématiques, mais elle comprend plusieurs points essentiels qui sont cruciaux pour ces revues. Ces points sont importants car ils définissent la rigueur et la méthodologie des revues systématiques. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, la partie la plus essentielle de toute revue systématique ou de tout article qui nécessite l'avis d'un expert est d'avoir un expert au sein de l'équipe. Ainsi, constituer une équipe avec plusieurs experts dans le domaine pourrait vraiment aider les auteurs et bien sûr les lecteurs plus tard pour les revues systématiques. La question de recherche spécifique constitue une partie très cruciale de tout article scientifique, y compris les revues systématiques. Il est évidemment nécessaire de mener une recherche exhaustive pour une revue systématique complète qui doit inclure ou devrait inclure toutes les données importantes disponibles dans la littérature, ou presque toutes. Méthodologie explicite, transparente et reproductible, basée sur les objectifs de cette étude. Donc pour parler de ce point, l'une des parties les plus importantes pour aider l'équipe à rédiger une revue systématique très cohérente et informative est d'en avoir les grandes lignes et de laisser les auteurs indiquer à l'équipe ce qu'il faut écrire dans chaque section de l'étude. Nous en discuterons plus en détail au fur et à mesure de notre progression dans cet exposé. Cependant, les grandes lignes sont cruciales dans toute revue systématique, notamment l'évaluation critique. Dans cette présentation PowerPoint de l'UH, nous apprendrons à examiner les documents, à étudier la littérature et à inclure ou exclure des sources dans une revue systématique. Réduire les biais, une partie inévitable de toute étude ou recherche. Et le biais et la manière de les réduire est un sujet que nous allons aborder brièvement dans cette présentation. La synthèse des résultats ainsi que la préparation d'une conclusion constitue la dernière étape, et c'est l'une des parties les plus cruciales de toute revue systématique. La revue systématique aide les chirurgiens orthopédistes en particulier. Pourquoi les examens systématiques revêtent une grande importance? Ce sont quelques-uns des points qui me sont venus à l'esprit, et il est évident que chacun d'entre vous a d'autres idées en tête, qu'il peut expliquer et discuter. De toute évidence, les examens systématiques offrent une référence complète sur un sujet spécifique. Pour les experts en orthopédie, cela peut inclure des scientifiques, des chirurgiens ou tout autre fournisseur. Cela facilite l'accès à ces informations et à ces résultats. Il s'agit de regrouper les données contradictoires. Parfois, il y a divers rapports sur des techniques chirurgicales, des méthodes de gestion ou des outils de diagnostic qui, grâce à une revue systématique, permettent d'identifier le meilleur et le pire selon les preuves publiées. Évidemment, cela ne signifie pas que c'est le verdict final et que personne ne peut le contester. Mais les revues systématiques offrent une bonne base de données de la littérature existante. Les revues systématiques soutiennent les directives cliniques et la prise de décision chirurgicale. Ces revues
ce type d'article identifie les lacunes dans les connaissances actuelles et aide à planifier les recherches futures. Et les questions cliniques futures auxquelles il faut répondre. Comme ceci, première étape. Nous devons définir une question de recherche et développer un protocole. La question définit le champ d'application, les termes de recherche, les critères d'inclusion et d'exclusion, et le cadre de synthèse des données en chirurgie orthopédique. En particulier, certaines questions peuvent mener à des informations vagues ou trop abondantes. Si nous rencontrons de telles questions et choisissons de les inclure dans nos examens systématiques, cela pourrait aboutir à un document désorganisé et peu impactant. C'est donc à éviter et nous en reparlerons au fur et à mesure. Pour formuler une bonne question de recherche, il faut se concentrer sur ce qui suit. C'est le cas de PICO, comparaison de l'intervention et des résultats. Population, qui sont les patients ou quelle est la population sur laquelle nous allons nous concentrer. Nous allons utiliser quelques exemples pour montrer qu'une intervention peut être meilleure. Comparons-nous deux méthodes chirurgicales différentes ou comparons-nous deux outils de diagnostic, voire plus de deux. Quand je dis deux, je ne sous-entends pas que nous devons nécessairement en choisir seulement deux, mais quelle est l'intervention ou quelles sont les interventions envisagées pour cet examen particulier. Comparaison. À quoi comparons-nous cette intervention ou ces interventions? Quelles sont les alternatives possibles et quels en sont les résultats? Quels résultats allez-vous évaluer précisément? Quel message souhaitez-vous transmettre à la maison pour votre revue systématique? Ainsi, une bonne question doit être très spécifique. Elle doit être cliniquement pertinente, réalisable et aussi originale. Spécifique signifie qu'elle doit être suffisamment étroite pour cibler votre recherche, afin que vous ne tombiez pas sur des milliers d'articles et une énorme taille de littérature à examiner. Cliniquement pertinente. Cela signifie qu'ils doivent répondre à la question posée dans un contexte de décision orthopédique réelle. Et ce n'est pas limité à l'orthopédie. Pour toute sous-spécialité ou spécialité, il faut que ces critères soient réalisables. Il doit y avoir assez d'études dans la littérature pour répondre à la question. Donc, si vous trouvez peu d'articles sur un sujet, cela ne peut certainement pas devenir une revue systématique, une revue narrative ou même une courte revue. Nous aborderons Prospero. Il est crucial de vérifier que notre travail n'est pas une répétition de recherches précédentes. Au moins ces dernières années, personne ne l'a fait. Parfois, certains font une mise à jour après 10 ans pour voir les évolutions. Mais si quelqu'un a examiné cela il y a 2 ans, de manière identique à notre travail, c'est une répétition. Il vaut mieux éviter cela. Quelques conseils spécifiques à l'orthopédie. À toujours garder à l'esprit, comme les systèmes de classification. Par exemple, lorsque vous avez des fractures sans queue, il est préférable de mentionner le type de fracture plutôt que de mentionner simplement les fractures calleuses. Car comme vous le savez peut-être, cela affecte le résultat. Il faut donc être précis, aussi précis que possible. Nous devons toujours être conscients de l'hétérogénéité des techniques chirurgicales. Par exemple, vous comparez parfois la chirurgie mini-invasive à la chirurgie ouverte. Est-ce que cela fait partie de notre champ d'action? Devons-nous les comparer? Ou est-ce quelque chose qui pourrait ajouter un biais à notre étude? Résultats fonctionnels. Il n'y a pas beaucoup de cohérence parmi différents documents, différents rapports sur la façon dont les gens rapportent les résultats, en particulier les résultats rapportés par les patients. Vous connaissez peut-être les systèmes de mesure des résultats rapportés par les patients. Différentes formes, différents formats sont utilisés, rapportés, et comparer différentes formes ensemble dans un même bol peut ne pas être très cohérent, et c'est parfois comparer des pommes et des oranges. Nous devrions en tenir compte. Décidez si vous voulez les résultats cliniques, de laboratoire, radiographiques, fonctionnels ou liés aux complications, peu importe. Vous devez savoir ce que vous cherchez.
Cela vous aidera plus tard pour concevoir la feuille de données, la feuille Excel que vous souhaitez donner à votre équipe pour collecter des données. C'est donc un point important. Prenons un exemple. Une revue systématique sur l'identification des facteurs de risque pour les enfants victimes de maltraitance physique. Le titre est Identification des facteurs de risque pour les enfants victimes d'abus physiques. Analysons-le selon les critères PICO. Nous étudions les enfants ayant subi des violences physiques, exposition ou intérêt. Nous examinons l'exposition à des facteurs de risque spécifiques comme l'individu, la famille, la communauté, la société. Ce sont les facteurs de risque étudiés dans les publications. Nous avons besoin d'articles et de rapports pour voir si nous pouvons trouver des résultats pertinents pour la comparaison. Enfants non maltraités. Nous étudions donc la différence. Nous étudions les articles qui comparent ceux qui ont été référés à des cliniques avec et sans signes de violence physique. Un résultat. Nous étudions les cas d'abus physiques documentés, y compris les diagnostics ou tous les cas enregistrés par les autorités. Quelle est donc la question ici? Sur la base des critères de PICO que nous venons d'examiner ensemble, la question, si vous voulez la formuler sous forme de question, sera à peu près la suivante. Chez les enfants exposés à des facteurs de risque possibles, comme l'environnement familial, le statut socio-économique, quels éléments sont liés à une plus grande probabilité d'abus physiques documentés par rapport aux enfants non exposés à ces facteurs. Pourquoi? Cette question fonctionne pour moi et peut être critiquée, mais c'est notre approche. D'abord, la question est précise. Nous nous concentrons sur les enfants avec des abus physiques documentés. Toutes les blessures ou maltraitances ne sont pas cliniquement pertinentes. Les résultats de cette étude pourraient aider les chirurgiens orthopédiques et pédiatres à identifier les facteurs de risque face à des blessures suspectes chez les enfants. Faisable, il est évident qu'un nombre substantiel d'études d'observation avec ces facteurs de risque existent. Et nous avons trouvé un bon nombre d'entre elles comme nous l'avons fait, et c'est transparent. Les auteurs ont donc enregistré le protocole et suivi les directives PRISMA pour préparer ce rapport. Ainsi, alors que nous parlons de la première étape, qui consiste à définir une question de recherche et à développer un protocole, en termes de protocole, il existe une bonne ligne directrice appelée Prospero. Cela aidera les auteurs à éviter les doublons et à garantir la transparence. Prospero comprend les objectifs et buts de l'étude, les critères d'éligibilité, y compris les critères d'inclusion et d'exclusion, la stratégie de recherche que nous aborderons, les résultats d'intérêt et le plan d'extraction et d'analyse des données. Un conseil utile pour les chercheurs en orthopédie, soyez toujours précis. Encore une fois, je l'ai souvent répété dans cet exposé, mais je le redis car il y a beaucoup de biais dans les rapports orthopédiques dont nous devons tenir compte. Nous devons toujours être précis sur la classification des blessures, les implants et les techniques chirurgicales. Il y a beaucoup de préjugés en orthopédie entre les chirurgiens de différentes institutions concernant cela et de nombreux autres facteurs. J'ai donc préparé une capture d'écran de la page web de Prospero. Les auteurs peuvent se connecter, inclure leur étude et Prospero les aidera à éviter les doublons et à assurer la transparence. Stratégie de recherche. J'ai une autre conférence sur la stratégie de recherche. Vous pouvez évidemment vous y référer. Je vais simplement passer en revue un certain nombre de points importants pour la stratégie de recherche, y compris les bases de données. Je suis sûr que la plupart d'entre vous connaissent PubMed et Medline. C'est l'une des meilleures bases de données médicales que les auteurs peuvent utiliser. En outre, Embase, Cochrane, Scopus et Web of Science, personnellement, j'utilise parfois, ou même souvent pour les articles de synthèse, Google Scholar. Ce n'est pas vraiment très... Je devrais préciser que c'est basé sur des experts ou sur quelque chose comme PubMed. PubMed vous permet d'utiliser des termes mesh ainsi que de nombreux mots-clés pour réaliser une recherche avancée.
En revanche, il n'y a pas de fonction de recherche avancée ici. Cependant, il arrive que certains articles ne soient pas indexés dans certaines de ces bases de données. Cela dépend de la décision de l'auteur d'inclure ou non ces articles. Mais il est crucial d'être clair sur votre stratégie de recherche, notamment si vous avez utilisé Google Scholar ou non, car cela peut influencer vos résultats. Parfois, lorsque le nombre d'articles ou de publications sur un sujet est faible, les auteurs peuvent également essayer Google Scholar. Personnellement, je l'aime bien et je l'utilise beaucoup. Mais cela dépend de la stratégie de recherche et de la manière dont les auteurs veulent aborder le sujet. La stratégie de recherche, il est préférable d'utiliser des termes en maille. J'en ai parlé dans cet exposé et c'est facile à apprendre et à utiliser. Les opérateurs comme et ou non peuvent être très utiles. J'ai un exemple ici pour une blessure au LCA et aussi pour considérer la grande littérature. Conférence, résumé et thèse. Google Scholar intervient ici pour vous aider à trouver ces informations car certaines ne sont pas indexées ailleurs. Par exemple, la reconstruction du ligament croisé antérieur, LCA, utilise un maillage. Le terme utilisé est reconstruction du ligament croisé antérieur. Mais nous disons aussi chirurgie du LCA ou reconstruction du LCA pour couvrir toutes les publications. Parfois, les auteurs n'utilisent pas MESH pour les mots-clés, donc nous devons être exhaustifs pour ne rien manquer. Nous nous intéressons également au retour au sport ou au taux d'échec. Ainsi, dans la deuxième partie de notre recherche, nous les incluons avec un ou entre les deux. Et j'ai mentionné ici que vous pouvez certainement vous référer à l'autre conférence que j'ai donnée sur la stratégie de recherche. J'espère que ça vous sera utile. C'est un excellent complément à celle-ci. Pour la deuxième étape, qui est l'examen de la littérature et la sélection des études. Ce processus de sélection est vraiment crucial et les auteurs doivent accorder beaucoup d'attention à cette partie, car c'est à ce moment-là que beaucoup de biais peuvent se produire en termes de collecte des articles que nous souhaitons inclure dans cette étude et aussi pour l'extraction des données. Les critères d'exclusion et d'inclusion doivent être précisés sur le site. Il est essentiel que tous les évaluateurs comprennent ces critères et ce qu'ils doivent évaluer dans les articles. L'examen commence par le titre et le résumé, puis après le résumé, nous passons à l'examen complet du texte. À droite de ma page, vous voyez le diagramme Prisma qui sert d'exemple. Je vous fournirai un exemple concret au fur et à mesure de notre progression. Cependant, ce diagramme sera aussi d'une grande aide pour les lecteurs de votre article. Il leur permettra de comprendre le nombre total d'articles que vous avez découverts au cours de votre recherche, ainsi que le nombre exact que vous avez décidé d'inclure. De plus, il indiquera combien d'entre eux ont été sélectionnés et combien ont été exclus. Enfin, il montrera combien d'articles ont été finalement inclus dans votre examen final et vos données. Traction. Il est préférable d'avoir 2 examinateurs indépendants pour ce processus et un troisième au cas où il y aurait des divergences. Voici l'un des exemples d'une publication récente dans laquelle nous utilisons le diagramme de flux Prisma pour montrer combien d'articles ont été examinés et combien ont été inclus dans notre étude. Il y a quelques suggestions dans ce processus que j'apprécie personnellement beaucoup lorsque je les utilise. Avant, il y a 5 ou 6 ans, nous n'avions pas accès à de telles plateformes et nous devions utiliser les méthodes traditionnelles avec des feuilles Excel ou d'autres formats pour organiser les données. Des méthodes et faire nos revues systématiques, ce qui était très fastidieux, mais aujourd'hui avec des logiciels en ligne comme Rayon, Covenant, Revman et d'autres, que je n'ai peut-être pas mentionnés ici, mais ce sont les plus connus, ainsi que des programmes de gestion de citations comme EndNote, Zotero. Et parfois, je ne suis pas vraiment très à l'aise avec ça, mais les citations de mots peuvent aussi fonctionner dans certains cas. Tous ces logiciels permettent aux chercheurs de réaliser le processus, de gérer l'évaluation critique, ainsi que la synthèse et l'analyse des données de façon plus rapide, efficace et simple. Personnellement, j'utilise souvent Ryan et Covidence. Mon équipe les utilise aussi fréquemment. Et la majorité de leurs fonctionnalités sont gratuites. Inscrivez-vous et connectez-vous à leur site web pour les utiliser. Et cela permet aussi aux auteurs d'avoir une plateforme en ligne pour que les évaluateurs puissent utiliser ces plateformes, évaluer et extraire les données clés et même
importer directement les documents sur ces plateformes et exporter les résultats vers leur fichier Word ou l'endroit où ils préparent leur manuscrit. Donc, cela rend l'ensemble du processus vraiment beaucoup plus facile, comparé aux méthodes conventionnelles que nous utilisions auparavant. Et en termes de programme de gestion des citations, Zotero et EndNote sont tous deux excellents. Zotero est gratuit, ils sont tous deux faciles à utiliser. Vous pouvez extraire et importer des articles directement à partir des sites web ou grâce aux fonctionnalités de ces logiciels dans leur bibliothèque, puis les citer dans votre manuscrit, dans votre brouillon, ce qui rend le processus beaucoup plus facile. Principalement parce que vous pourriez avoir besoin de citer un grand nombre d'articles, puis de les ordonner et de les organiser. Ces logiciels vous aident beaucoup dans ce processus. Troisième étape. Extraction des données, débiaisage et synthèse des données. Pour l'extraction des données. Le premier point que je voulais aborder ici est la nécessité de créer une feuille d'extraction des données standardisée basée sur vos objectifs et vos questions. Dans cette feuille, vous devez inclure l'auteur. Aiment habituellement les gens inclure le nom du premier auteur, l'année de publication et le journal. La conception de cette étude est très importante car vous savez que la valeur de chacune de ces études est différente. L'essai contrôlé randomisé a une valeur très élevée par rapport aux autres types d'études, principalement les études rétrospectives. Cela nous aidera donc plus tard à évaluer la qualité de ces articles. La taille et les caractéristiques de la population sont également deux autres critères importants, principalement lorsque vous discutez de ces résultats. Imaginez que vous vous retrouvez avec une étude qui comporte, disons, 100 participants, par rapport à une autre étude qui en a 2000. Et si les résultats de ces deux études ne sont pas cohérents entre eux, alors laquelle allez-vous choisir? Évidemment, vous opterez pour celle qui couvre une population plus large et dont la méthodologie est probablement bien meilleure et plus cohérente. Vous devriez prendre le temps d'extraire les interventions ainsi que les résultats de la comparaison, tout ce que vous avez en tête basé sur vos questions spécifiques. Il devrait être sur votre feuille d'extraction de données. Les résultats autres que l'intervention et les comparateurs. Par exemple, si vous cherchez des résultats radiologiques, des résultats de laboratoire, des examens cliniques, des résultats rapportés par les patients, ou tout ce que la question indique ou que les objectifs de votre étude exigent. Vous devez pouvoir extraire et suivre ces documents. La durée est une partie essentielle de nombreuses études orthopédiques. Pour organiser les données, comme nous l'avons déjà dit, vous pouvez utiliser Excel ou des logiciels en ligne comme Rayon Covenant ou Revman. Et tous ces logiciels peuvent vous aider. Encore une fois, personnellement, ces jours-ci, j'utilise les logiciels en ligne et je suis très à l'aise avec eux. Risque de biais. Comment évaluer ce risque de biais? L'évaluation est une étape méthodologique essentielle dans toute revue systématique. Elle sert plusieurs objectifs importants qui renforcent non seulement la validité, mais aussi l'interprétabilité des résultats et influencent l'évaluation de l'étude tout en soutenant la transparence. Il n'est peut-être pas nécessaire de l'utiliser pour tous les types de revues. Comme vous le savez peut-être, nous avons différents types de revues, mais pour les revues systématiques, en particulier celles qui aboutissent à une méta-analyse. ROB ou le risque de biais est une étape très critique à réaliser. Personnellement, lorsque j'examine des revues systématiques, lorsque j'examine ces articles, je veux voir si les auteurs évaluent réellement les risques de biais. Il existe différents outils validés pour examiner le risque de biais. Un des outils disponibles est le Cochrane Risk Advice Tool, que vous pouvez consulter en ligne pour les études observationnelles. Pour cela, vous pouvez utiliser l'échelle NOS, également connue sous le nom d'échelle de Newcastle, Ottawa. Ces deux méthodes constituent des outils validés et largement utilisés pour évaluer le risque de cancer du sein. Les biais. Il existe différentes formes d'examen de la possibilité de biais dans les rapports et les études que vous incluez. Vous devez mentionner comment vous évaluez les biais et si vous n'avez pas vraiment été biaisé
ou si les études étaient biaisées sur la base de votre jugement d'expert, vous devez le mentionner lorsque vous discutez de ces études. Cela doit être rapporté dans votre méthodologie. Il peut être présenté sous la forme d'un diagramme à barres ou quelque chose de similaire servant de résumé des biais présents dans cette étude. Nous avons également un tableau de feu de signalisation qui peut être utilisé pour illustrer les résultats de l'évaluation du risque de biais. Ce n'est pas le cas pour tous les articles, mais c'est un résultat ou une évaluation très précieuse que vous pouvez réaliser lors d'une revue systématique et qui vous sera d'une grande aide lorsque vous interpréterez vos résultats. Quand vous interprétez vos résultats en tenant compte du risque de biais et que vous discutez de la manière dont ces biais pourraient influencer vos résultats, les lecteurs auront beaucoup plus de confiance en vos conclusions que dans celles de quelqu'un qui n'a pas vraiment pris le temps de bien évaluer les articles inclus pour tout type de biais. En orthopédie, il est essentiel d'être critique envers les biais de sélection, notamment ainsi que la perte de suivi. Ce sont deux des biais les plus fréquents que l'on retrouve dans les études orthopédiques. Autre conseil, il est toujours bon d'utiliser deux évaluateurs pour évaluer le risque de biais et en cas de désaccord, de faire appel à un troisième évaluateur pour résoudre le problème. Synthèse des données, généralement pour... Les études de synthèse qualitative sont très courantes et les auteurs résument généralement les résultats des études incluses, en particulier lorsque les résultats sont assez hétérogènes. Si les auteurs ont pour objectif de réaliser une méta-analyse, ils peuvent envisager d'effectuer une synthèse quantitative. Pour cela, vous pouvez utiliser des outils comme Revman ou R. Pour ma part, j'utilise R car je le maîtrise mieux, bien qu'il existe des méthodes plus simples. Encore une fois, Revman simplifie considérablement les choses. Il est important de réaliser une analyse sur les tailles d'effets, comme le rapport de cote ou le risque relatif, et d'évaluer l'hétérogénéité en utilisant le I-carré ainsi que les diagrammes de Parse pour des représentations visuelles. L'une chose que l'auteur doit toujours prendre en compte est, comme je l'ai mentionné, que pour la plupart des revues, y compris les revues narratives, les revues de cadrage, les revues rapides et même les revues générales, une synthèse qualitative est suffisante. Et généralement, les évaluateurs seront satisfaits de cette synthèse. Cependant, la synthèse quantitative et discuter de la qualité des preuves apportera beaucoup de valeur à votre article de synthèse. Concernant la notation et la manière de noter les preuves, nous devrions adopter l'approche de la note pour évaluer les preuves. Nous devrions utiliser l'approche du grade pour évaluer la qualité globale des preuves. C'est essentiellement une tâche d'expert, une tâche qui devrait être effectuée par un expert. Donc les experts devraient évaluer la littérature et la classer en utilisant une qualité élevée, modérée, faible ou très faible. Et ces classements reposent sur le risque de biais, la cohérence, la directivité, la précision et le biais de publication. Divers outils de classement existent. Vous pouvez utiliser GradePro, un site web gratuit, je crois, pour 2 ou 3 auteurs si vous souhaitez l'utiliser. Nous avons aussi le Cochrane Handbook, avec un chapitre sur l'évaluation des données probantes, ainsi que le Prisma 2020, qui recommande d'inclure l'évaluation des revues systématiques et propose des méthodes pour cela. Pour ma part, j'utilise GradePro, parfois le Cochrane Handbook, mais cela dépend vraiment de l'approche des auteurs. Dans beaucoup de mes revues systématiques, je n'ai pas utilisé le classement car c'est parfois compliqué et il y a des incohérences. Mais, si vous avez un expert dans votre équipe, je recommande fortement de classer les preuves. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a diverses raisons pour déclasser ou améliorer la qualité des données probantes. Les raisons qui peuvent affecter la qualité d'une preuve incluent le biais, l'incohérence, l'indirect, l'imprécision et aussi le biais de publication. Celles qui améliorent la qualité comprennent une grande taille d'effet, le gradient de réponse à la dose et le fait que les auteurs ont inclus et pris en compte les facteurs de confusion
dans leur étude et les ont intégrés dans leur analyse pour réduire le biais. Quatrième étape. Le meilleur. La majorité des chercheurs pensent qu'ils ont terminé et peuvent maintenant rédiger le manuscrit. Cependant, si vous me demandez, c'est la partie la plus essentielle et peut-être que c'est un peu exagéré de dire la partie la plus essentielle, mais c'est l'une des parties les plus cruciales, au moins pour moi quand je révise. J'apprécie d'avoir un manuscrit très bien structuré qui transmet le message de manière très efficace, très claire et qui développe ce que nous souhaitions exprimer. La partie la plus cruciale pour rédiger un manuscrit bien structuré consiste à élaborer un plan détaillé. Il est préférable que ce plan soit conçu et fourni par un expert, quelqu'un qui connaît parfaitement la manière dont l'histoire doit être racontée. Comme je le dis souvent à tous les chercheurs et à toutes les personnes avec qui j'ai eu le privilège de collaborer, c'est bien de raconter une histoire. Ce n'est pas une bonne idée d'écrire un manuscrit comme un intellectuel qui souhaite simplement assembler de nombreuses lignes et transmettre un message scientifique sans que le lecteur saisisse où cela a commencé et où cela finira. Les grandes lignes doivent se concentrer sur la narration d'une histoire. En commençant par une question. Des objectifs, une structure, des méthodes, des résultats, une discussion solide et une bonne conclusion. La structure des revues systématiques est très similaire à celle de tout autre document scientifique, du résumé à la conclusion et aux références. Il y a différents points à considérer dans chacune de ces parties. Pour moi, personnellement, l'une des parties les plus importantes que je porte beaucoup d'attention et doit être très précis, clair. Nos méthodes et nos résultats. La stratégie de recherche doit être claire. Les critères de sélection des études incluses doivent être très clairs et reproductibles. Évaluation des biais. Toutes les méthodes que vous utilisez doivent être présentes et il doit s'agir d'un tableau ou de tout autre élément montrant comment vous évaluez les biais et comment vous considérez la valeur ou l'effet de chacun des articles que vous avez inclus dans votre étude par rapport à d'autres. Les résultats, s'il vous plaît. L'organigramme Prisma est l'une des parties les plus importantes. Comme nous avons discuté des caractéristiques des populations, j'ai tendance à utiliser un tableau pour inclure tous les facteurs que nous avons extraits de chaque article, ainsi que leurs résultats. Et comme nous avons parlé des auteurs, de l'année de publication, etc. Donc, elle facilite énormément non seulement l'analyse des données, mais aussi la présentation détaillée des résultats obtenus et la discussion qui s'ensuit. Une des parties essentielles que les auteurs doivent soigneusement considérer lorsqu'ils rédigent la section des résultats est la préparation de graphiques et de tableaux, accompagnés de légendes et d'explications claires et appropriées. Une phrase que je ne cesse de répéter à mes collègues et à mes stagiaires, c'est qu'il est crucial de s'assurer que lorsque vous préparez un diagramme, un graphique, une figure ou un tableau, si un lecteur parcourt votre document, il ne devrait pas avoir besoin de lire tout le texte. Si un lecteur parcourt votre tableau, votre graphique ou votre figure sans même consulter le contenu de votre manuscrit, il doit pouvoir comprendre ce que cette figure ou ce tableau signifie. Ainsi, la légende est extrêmement importante. La discussion, l'interprétation des résultats devient la partie essentielle de la discussion, la façon dont ça doit être structuré, doit être discuté à l'avance, de préférence par les experts dans le domaine. L'attribution et l'affectation de chaque paragraphe, ainsi que le sujet que chaque paragraphe devrait aborder, devraient être soulignés, les limites de l'étude, ainsi que les implications et applications cliniques doivent être mentionnées. La conclusion doit transmettre le message clé. Nous devons éviter certaines erreurs courantes, que l'on retrouve même dans la littérature évaluée par des pairs et publiée. Une question de recherche vague. 2. Une stratégie de recherche incomplète, de telle sorte que les autres ne peuvent pas reproduire ce que vous avez déjà fait. Ignorer d'enregistrer le protocole. L'inclusion d'études de mauvaise qualité.
Parfois, lorsque le nombre d'études trouvées est faible, certains auteurs peuvent être tentés d'inclure des études de mauvaise qualité qui affecteront l'ensemble de l'étude, ce qui doit être évité. En cas de surinterprétation, parfois, certaines conclusions sont trop audacieuses et une règle non écrite dans la recherche est que rien n'est à 100%. Ainsi, utilisez des termes qui ne montrent pas que ce que vous avez tiré de votre étude est un fait et est une déclaration audacieuse. C'est quelque chose que personne ne peut nier, quelque chose que personne ne peut prouver faux. C'est généralement faux. Essayez donc de ne pas surinterpréter, essayez de dire ce que vous avez vu, ni plus ni moins, et assurez-vous de toujours inclure le tableau Prisma et les détails des documents, articles, figures et autres inclus dans votre étude. Quelques considérations particulières pour les chercheurs en orthopédie. Comme nous l'avons dit, l'hétérogénéité des techniques chirurgicales et des implants fait partie de la recherche orthopédique. Les auteurs doivent donc toujours en tenir compte lors de l'interprétation des résultats. Variation des expériences des chirurgiens, autrement dit, un chirurgien avec quelques années d'expérience peut obtenir des résultats différents d'un chirurgien très expérimenté. De plus, même les résultats d'une institution peuvent varier par rapport à une autre. Comme je l'ai mentionné précédemment, la diversité et l'impact des déterminants sociaux de la santé influencent les résultats et doivent toujours être pris en compte. Ces faits et les questions de suivi à long terme. Il existe une règle non écrite qui stipule que les études avec un suivi inférieur à 2 ans, et certains experts affirment même que moins de 50 suivis, ne sont pas très fiables. Il est clair que c'est un aspect à prendre en compte dans le contexte de chaque sujet et de chaque étude. Parfois, une étude avec seulement 6 mois de suivi peut suffire, mais en général, plus le suivi est prolongé, mieux c'est, car cela réduit les biais potentiels. Et nous devrions également avoir à l'esprit de rapporter les résultats des études comme les résultats fonctionnels de l'union radiologique. Il s'agit de certains résultats qui peuvent changer dans la façon dont ils sont rapportés d'un expert à l'autre, d'une institution à l'autre. Et il pourrait y avoir un biais concernant ces résultats. Nous devrions également le mentionner et en tenir compte. Un des sujets brûlants actuellement dans le domaine de la recherche orthopédique ainsi que dans la recherche médicale en général concerne la question de savoir si nous pouvons ou non utiliser l'intelligence artificielle. C'est particulièrement pertinent dans le cadre des revues systématiques ou des documents de revue. Cette innovation sur l'utilisation de l'IA suscite de nombreux débats et discussions parmi les chercheurs car elle pourrait révolutionner la manière dont nous abordons l'analyse et l'interprétation des données médicales. En effet, l'intelligence artificielle a le potentiel d'améliorer significativement la précision et l'efficacité des recherches, mais elle soulève également des questions éthiques et pratiques importantes. Ainsi, il est crucial d'examiner attentivement les avantages et les inconvénients de son intégration dans ce processus. Quelles sont les applications des outils d'IA tels que Chat, GPT, Perplexity, CiteAI, Research, Rabbit, Elise, IT Cloud et d'autres plateformes? Comment pouvons-nous les utiliser? Parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous ont fait l'expérience que c'est tellement ennuyeux comment les gens de nos jours utilisent l'IA pour le simple email ou un simple texte. Et le contexte est la méthode utilisée par l'IA pour écrire ces choses sont maintenant familiers à nos yeux. Et parfois, certains lecteurs les trouvent inappropriés pour quelque raison que ce soit. Cependant, ça ne veut pas dire que nous ne devrions pas profiter de stem filtering. Ces outils avancés, je vais partager quelques-unes de mes expériences à ce sujet, car je n'aime pas utiliser l'IA pour rédiger mes manuscrits. Mais elle m'aide beaucoup, et je vais vous montrer comment il y a diverses plateformes comme ChatGPT, Cloud, Perplexity, Elise, ResearchRabbit, CiteAI et Consensus. Chacune a des utilisateurs et des applications différents, et parfois, elles se chevauchent. La plupart de ces plateformes, comme Perplexity, ChatGPT ou Cloud, se chevauchent. CiteAI est conçu pour quelque chose de similaire, mais un peu plus spécifique pour la recherche. Cependant, la performance peut ne pas être aussi bonne que d'autres. Mais j'utilise ces plateformes pour organiser mes données, pour m'aider à affiner mes pico-questions. Parfois, je demande même à ces plateformes de résumer mes articles
Il arrive parfois que vous soyez en train de conduire ou de marcher et vous avez la possibilité de télécharger un document. Lorsque vous n'avez pas le temps de lire intégralement ce document, vous pouvez le télécharger sur ces plateformes. Ensuite, vous pouvez demander un résumé qui vous aidera dans le processus de sélection des informations importantes. Ce résumé vous aidera également à extraire les points principaux du document. En effet, cela vous apportera une assistance précieuse pour l'extraction des points les plus significatifs et essentiels. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ceux qui ont besoin de traiter rapidement de grandes quantités d'informations tout en se concentrant sur l'essentiel. Des résultats. Et parfois, cela vous aidera aussi à découvrir de nouvelles ressources. Car quand vous leur demandez et que vos mots-clés ou votre méthode n'ont pas marché, alors vous pouvez peut-être trouver d'autres ressources, mais vous devez être un peu prudent parce que je vais en discuter au fur et à mesure que nous progresserons dans le sujet. Parfois, l'IA se trompe et les infos qu'elle vous donne, ces plateformes partagent, ne sont pas toujours exactes. Et nous en parlerons. Cependant, vous pouvez aussi utiliser ces IA pour rendre votre texte plus fluide. Donner un coup de main avec la grammaire ou bien aider avec la manière dont vous pouvez résumer un paragraphe. Peut-être que votre paragraphe est rempli de mots inutiles et que vous souhaitez le condenser. Et encore une fois, il est crucial de faire attention et de relire attentivement lorsque l'IA vous aide à le réviser, parce que parfois, il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Donc, soyez vigilants. Il peut y avoir des malentendus et l'IA peut ne pas fournir un résumé précis de vos attentes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Il faut faire confiance, mais je dis qu'il faut être prudent quant aux défauts possibles et s'assurer avant d'envoyer le résultat. Envoyez vos manuscrits et votre projet à tous les auteurs, principalement l'auteur principal et l'auteur principal qui sont les personnes les plus responsables de l'étude. Relisez-le encore et encore et assurez-vous qu'il n'y a pas de données fausses, qu'il n'y a pas de données erronées, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, il y a, comme nous en parlons, quelques avantages de ces plateformes d'IA. Une sélection et un résumé plus rapide, une aide à la grammaire, à la clarté de l'écriture et à l'organisation du texte. Ces plateformes peuvent également vous aider à rédiger un résumé des articles, à classer les articles par ordre de priorité, même pour l'examen du texte intégral. Et il y a aussi quelques mises en garde à ce sujet. Comme nous l'avons dit, toujours vérifier les références. Les hallucinations sont donc possibles. Il ne peut pas remplacer votre méthodologie, il ne peut pas remplacer votre écriture. Donc, considérez-le comme un complément, pas comme un remplacement. Ne doit pas être utilisé. Ces outils d'IA ne doivent pas être utilisés pour l'extraction finale des données ou l'évaluation des biais. Lisez toujours le texte après son édition par l'IA. Je le répète encore une fois parce que ça m'a fait du tort. Alors, ne laissez pas passer sans relire et essayez d'expliquer ce qui est exactement nécessaire dans votre message. Apprendre à créer et rédiger des invites pour les plateformes d'IA est crucial pour naviguer ce processus. Merci encore. J'espère que cela a été utile et je suis prêt à répondre aux questions, soit en direct, soit par mail. N'hésitez pas à m'écrire. Merci encore pour l'invitation et bonne journée.